T'as préparé mon aspirine? Devant toi. Ah. Je vais en avoir besoin. Bon, alors, les journalistes, les fans, les non-fans, les curieux, calmez-vous 2 secondes, prenez un verre, un truc à grignoter, et écoutez ce que j'ai à vous dire. Déjà, j'ai juste un truc à préciser, je ne suis pas journaliste, c'est pas mon métier, je ne travaille pas pour une chaîne de télé, pas du tout. Mais ce que vous allez voir dans cette vidéo, n'importe qui, en faisant un petit peu de recherche sur internet, est capable de trouver. Et donc, je m'interroge vraiment sur l'absence dans les grands médias des éléments que je vais vous montrer dans cette vidéo. Y aurait pas comme une volonté de casser du Jackson à quelques mois des 10 ans de sa disparition? Bref, salut les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Leaving Neverland, ce documentaire qui a fait grand bruit dans les médias et les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et comme on m'a reproché par le passé d'être partial, eh bien j'ai décidé de faire cette vidéo à la manière de questions-réponses. Donc dans un premier temps, je vais me contenter de vous montrer les faits et les contradictions, et en conclusion, je vous donnerai mon avis personnel sur Leaving Neverland. Bon allez, on va direct à l'essentiel, go, envoyez! Leaving Neverland est présenté comme un documentaire réalisé par Dan Reed qui dure pas moins de 4 heures et dans lequel il donne la parole à Wade Robson et James Safechuck, 2 personnes qui accusent Michael Jackson d'attouchement et de viol à leur encontre. Ce film a été diffusé pour la première fois au festival Sundance aux États-Unis le 25 janvier dernier, devant quelques 300 journalistes triés sur le volet. Bah oui, tant qu'à choquer l'opinion, autant le faire auprès de personnes qui sont capables d'influencer les gens. Wade Robson est donc l'un des 2 accusateurs. D'origine australienne, Wade a rencontré Michael en 1987 lors du passage du Bad Tour dans son pays. Il avait alors 5 ans. C'est après avoir remporté un concours dont le premier prix était une rencontre avec Michael Jackson que Wade Robson a donc pu le rencontrer. Voici d'ailleurs un extrait de son témoignage devant la cour de justice californienne en 2005. Je l'ai rencontré après l'un de ses concerts à Brisbane en Australie. Il y avait une pièce dédiée aux rencontres. Je portais mon costume intégral de Bad, j'avais tout. Il a ri en voyant mon costume et il m'a demandé si je dansais. J'ai répondu oui. Et il m'a demandé de danser avec lui pour le concert du lendemain soir. Ensuite, je pense quelques jours après, ma mère et moi sommes allés le voir dans sa chambre d'hôtel et nous sommes restés quelques heures. Après cette rencontre, ils n'ont plus de contact jusqu'en 1989, date à laquelle Wade Robson était de passage à Disneyland aux États-Unis avec la Johnny Young Talent School pour danser dans un spectacle. Et comme il a déclaré à la cour de justice en 2005, eh bien c'est sa mère qui a tenté de contacter la secrétaire de Michael Jackson. Et ce dernier s'est souvenu de sa rencontre avec Wade quelques années plus tôt. Il l'a donc invité avec sa famille à venir le voir, notamment dans son ranch de Neverland, et ensuite ils ont donc gardé le contact. Wade Robson et Michael Jackson sont donc devenus amis, et par la suite, la famille de Wade a déménagé aux États-Unis en 1991. Plus tard, on a pu voir Wade apparaître dans les clips de Jam, Black or White et Hit the World. Michael a également produit le duo Koho, dont Wade Robson faisait partie et qui a signé sur son label MJJ Music en 1993. Wade Robson a donc entretenu une amitié assez longue avec Michael Jackson, qui l'a invité à de nombreuses reprises chez lui ou également sur les tournages de ses clips. Il affirme donc qu'ils sont restés amis jusqu'à la mort de Michael Jackson en 2009. James Safechuck, quant à lui, a rencontré Michael sur le tournage d'une pub Pepsi en 1987. Après cette courte collaboration, James a envoyé une lettre à Michael Jackson qui lui a répondu en mars 87 et dans laquelle il disait qu'il voulait rester en contact, notamment pour de futures collaborations professionnelles. Safechuck affirme également que Michael l'avait invité à son domicile de l'époque, à Encino, à Los Angeles, notamment pour Thanksgiving en novembre 1987. L'année suivante, en 1988 donc, James côtoie Michael à de nombreuses reprises, et ce dernier l'invite notamment sur plusieurs dates du Bad Tour. Michael le fait alors monter à de maintes reprises sur scène pendant la chanson Bad, et il existe de nombreuses vidéos où on peut voir James Safechuck danser sur scène aux côtés de Michael Jackson. Ils sont donc restés en contact pendant de nombreuses années, et James affirme avoir séjourné de nombreuses fois à Neverland. Michael l'aurait également invité sur le tournage du clip Jam, lors du tournage du teaser de l'album History en 1994 à Budapest, ou encore sur le tournage du clip Earth Song en 1995. Et selon James, il a perdu contact avec Michael peu de temps après.
Pendant les 4 heures que dure ce film, James Safechuck et Wade Robson expliquent comment Michael a abusé d'eux. Et ils donnent de nombreux détails, à savoir durant quelle période, dans quel lieu, et comment cela est censé s'être déroulé. Ils brossent le portrait d'un Michael Jackson prédateur sexuel, achetant leur silence tantôt en les manipulant, tantôt en les menaçant par l'intermédiaire de ses avocats. Hormis les témoignages de Wade Robson et James Safechuck et les membres de leur famille, aucun autre témoin n'est montré dans ce film. Mais aucune autre personne ayant côtoyé Michael étant jeune, ou ayant travaillé pour lui. Aucun avocat, aucun enquêteur, aucune personne susceptible d'apporter un autre témoignage. En résumé, aucune autre personne susceptible de contredire les deux intervenants n'a été sollicitée. Il crée la polémique pour plusieurs raisons. La première, c'est que Wade Robson et James Safechuck ont longtemps défendu Michael Jackson, que ce soit lors de la première affaire en 1993 ou lors de la seconde affaire en 2005. À chaque fois qu'ils ont été interrogés sous serment par les enquêteurs, ou devant une cour de justice pour Wade Robson, ils ont toujours nié tout comportement déplacé de la part de Michael Jackson. La deuxième raison, c'est que Dan Reed a volontairement créé un film à sensation. Qu'on soit clair, Leaving Neverland, ce n'est pas du journalisme d'investigation. Son film se contente simplement de donner la parole à deux accusateurs et force le spectateur à les croire sur parole. C'est long, partial, mais très bien réalisé. Si bien qu'un spectateur non averti aura la nausée en voyant ce film, et cet humain aura une tendance naturelle à croire les dires de Wade Robson et James Safechuck. Sauf que, vous allez voir dans ce qui suit, la parole de ces deux accusateurs peut être fortement remise en question. Déjà, Wade Robson a défendu Michael lors de la première affaire en 1993. Interrogé par les enquêteurs, il a nié tout geste déplacé de la part de Michael Jackson. En 2005, il a témoigné en sa faveur et il a répondu sans ambiguïté aux questions de l'avocat. Vous êtes au courant des accusations sur cette affaire, n'est-ce pas ? Oui. Et êtes-vous au courant, alors que vous êtes assis ici aujourd'hui, qu'il existe des accusations disant que M. Jackson vous a agressé ? Oui. Monsieur Robson, Michael Jackson vous a-t-il déjà agressé à un quelconque moment ? Absolument pas. Monsieur Robson, Michael Jackson a-t-il procédé à des attouchements sexuels sur vous ? Jamais, non. Monsieur Robson, Monsieur Jackson a-t-il déjà touché, à un moment donné, une partie de votre corps de manière inappropriée ? Non. Plus loin durant son audition ce jour-là. Et à aucun moment il n'y a eu de contact sexuel entre vous et Monsieur Jackson ? Jamais. Avez-vous déjà pris une douche avec Monsieur Jackson ? Non. Êtes-vous déjà allé nager avec Monsieur Jackson ? Oui. Expliquez ce que vous voulez dire. Une fois, ma sœur, moi et Michael, nous sommes allés dans le jacuzzi à Neverland. Vous vous souvenez de ce que portait Monsieur Jackson dans le jacuzzi ? D'après ce que je me rappelle, il portait un short. Vous savez, un short de bain, c'est tout. S'est-il passé quelque chose d'inapproprié dans ce jacuzzi ? Non. S'est-il passé quelque chose d'inapproprié sous une douche entre vous et Monsieur Jackson ? Non, je n'ai jamais pris de douche avec lui. Après le décès de Michael Jackson en 2009, Wade Robson a également tenu à être présent à l'hommage rendu au Staples Center de Los Angeles en demandant au neveu de Michael, Taj, plusieurs places pour lui et sa famille, comme le montre cette capture d'écran postée par Taj sur son compte Twitter. Plus tard, il a également fait partie des danseurs et chorégraphes qui ont dansé avec Janet Jackson aux MTV Video Music Awards. Jusqu'alors, son comportement semblait être celui d'un ami affecté par la disparition de son mentor dans le métier. Comme il l'a déclaré dans le livre hommage édité par Kragen Opus, où il a insisté pour publier une lettre ouverte où il remercie Michael Jackson pour son soutien, ses encouragements et la source d'inspiration qu'il a été pour lui. Michael Jackson a changé le monde, et plus personnellement ma vie pour toujours. Il est la raison pour laquelle je danse, la raison pour laquelle je fais de la musique, et l'une des principales raisons pour lesquelles je crois en la pure bonté du genre humain. Il était un de mes amis proches depuis 20 ans. Sa musique, son mouvement, ses mots personnels d'inspiration et d'encouragement, et son amour inconditionnel vivront en moi pour toujours. Il me manquera énormément, mais je sais qu'il est maintenant en paix, et qu'il enchante les cieux avec une mélodie et un moonwalk. D'ailleurs, dans ce même livre, Robson raconte la dernière fois qu'il a vu Michael. Selon lui, c'était en 2008 à Las Vegas. Michael serait venu chez lui pour un barbecue et selon Robson, il aurait bu de l'alcool et aurait délaissé ses enfants durant le repas. Sauf que Bill Whitefield, un des gardes du corps de Michael durant cette période, a déclaré sur Twitter que ce barbecue n'a jamais eu lieu.
On sait aussi que durant cette période, Wade Robson traverse des difficultés dans son travail. Ses projets de production échouent et il commence à être en difficulté financière. C'est en tout cas ce qu'il confie dans un mail envoyé au Cirque du Soleil où il exprime son passage à vide et sa volonté de pouvoir travailler avec eux. Dans ce mail, Wade Robson explique les problèmes qu'il a rencontrés avec la production d'un film, un projet qu'il n'a malheureusement pas abouti. Maintenant, j'ai fait la pire chose à faire en ne vous ayant pas appelé pour vous expliquer pourquoi et pour m'excuser. J'en suis extrêmement désolé. Je n'étais pas moi-même ces derniers mois. C'est la seule manière que j'ai de l'expliquer. Mais je n'ai pas d'excuses, c'est ma faute. La direction artistique ne fonctionnait pas. Peut-être que je n'étais pas prêt à diriger un film. Quoi qu'il en soit, je me suis retiré de ce projet. Je suis vraiment désolé de ce revirement, mais maintenant que je n'ai plus de film, rien ne me ferait plus plaisir que d'être chorégraphe sur le spectacle. Je sais que je suis destiné à faire ce spectacle, je suis motivé, je veux que ce soit incroyable pour moi, pour vous, pour le Cirque du Soleil et bien sûr pour Michael. Diriger un film était un nouveau domaine dans lequel je n'étais finalement pas prêt, mais danser et chorégraphier est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais Wade Robson n'a pas été retenu dans l'équipe de production, et les faits sont là. Quelques mois après avoir essuyé ce refus de la part de l'estate of Michael Jackson, Wade Robson porte plainte pour abus sexuels et il réclame alors pas moins de 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts. Il explique alors s'être remémoré des souvenirs refoulés et d'avoir été abusé par Michael Jackson pendant plusieurs années. Non, ça c'est une explication très simpliste. Et je vous préviens, ça va être la partie chiante et technique de la vidéo, mais c'est important que vous compreniez bien le parcours judiciaire de Wade Robson. D'abord, vous devez savoir qu'il existe des délais de prescription en justice, et que ces délais s'appliquent à tout le monde. Par exemple, quand Wade Robson reconnaît dans sa plainte de 2013 avoir menti sous serment en 2005, eh bien il se rend coupable d'un parjure. En théorie, pour cela, il peut être poursuivi et condamné à de la prison. Mais selon la loi californienne, le délai de prescription pour un parjure est de 3 ou 4 ans. Donc, pas de condamnation possible pour lui. Wade Robson a déposé plusieurs procédures au civil pour obtenir des dommages et intérêts. L'une contre l'estate of Michael Jackson et l'autre contre les sociétés de Michael Jackson, MJJ Ventures et MJJ Productions. Les avocats de Robson ont d'abord porté l'affaire devant un tribunal d'homologation. Le tribunal d'homologation gère les litiges liés aux successions, aux héritages et aux estates. Donc la première tentative a été d'attaquer directement l'estate of Michael Jackson en 2013. Seulement, la loi stipule que vous avez 60 jours suivant le litige ou la connaissance de l'existence de l'estate pour porter l'affaire au tribunal. Donc on rappelle qu'on est en 2013, c'est-à-dire que l'estate of Michael Jackson existe depuis 4 ans. Et là, la réponse de Robson a été déconcertante. Il a expliqué qu'il n'a eu connaissance de l'existence de l'estate of Michael Jackson qu'en 2013. Seulement, il a été prouvé que Robson a échangé des emails avec l'estate of Michael Jackson 2 ans auparavant. Donc son argument ne tenait pas debout, le juge n'a pas été convaincu et sa plainte a été rejetée du tribunal d'homologation. Les avocats de Wade Robson et James Safechuck ont également dû prendre en compte un autre délai de prescription. Selon la loi californienne, une victime d'abus sexuels sur mineur a jusqu'à son 26e anniversaire pour porter plainte. Passé cet anniversaire, la seule exception qui permet à une victime de pouvoir obtenir réparation, eh bien, c'est de prouver qu'une tierce personne, une entité ou une tierce partie avait connaissance des faits, mais n'a pas fait le nécessaire pour empêcher l'auteur des faits. Voilà pourquoi Wade Robson et ses avocats ont cherché à expliquer que MJJ Productions et MJJ Ventures étaient des entités qui ont eu un rôle dans l'établissement des contacts avec les supposées victimes et qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour empêcher Michael Jackson de les commettre. Donc en clair que ces sociétés savaient qu'elles avaient le pouvoir d'empêcher Michael Jackson, mais que comme elles n'ont rien fait, eh bien elles sont responsables. Donc la stratégie était d'établir une responsabilité de ces sociétés. Mais les avocats de Wade Robson n'ont apporté aucune preuve et leur tentative de démontrer la responsabilité des sociétés et de leurs responsables n'a pas été jugée crédible. Par exemple, Wade Robson a expliqué pendant sa déposition que le concours qu'il a gagné à l'âge de 5 ans, dont le prix était une rencontre avec Michael Jackson, était organisé par une des sociétés de Michael Jackson, souhaitant donc prouver le côté rabatteur de cette société pour établir le contact avec les supposées victimes. Or, il a été établi que le concours était organisé par Pepsi, Target et CBS Records et qu'aucune de ces sociétés n'appartenait à Michael Jackson.
Pire, il a été établi qu'après ce concours et cette fameuse rencontre, c'est la mère de Wade Robson qui a cherché à recontacter Michael Jackson, ce qu'elle a confirmé durant ses dépositions. C'est aussi elle qui a demandé à Michael Jackson de régler leurs frais d'immigration aux États-Unis en 1991. Donc malgré plusieurs reformulations de sa plainte étalées sur plusieurs années, le juge a estimé que rien ne permettait d'appuyer l'accusation du clan Robson et sa plainte a été définitivement rejetée. Déjà, pour la concordance avec Wade Robson. Safechuck dit avoir entamé une thérapie le 20 mai 2013 et avoir réalisé que Michael Jackson avait abusé de lui après avoir vu Wade Robson passer à la télévision où il expliquait les abus qu'il aurait subis. Résultat, il entame en septembre 2013 plusieurs réunions avec les mêmes avocats que Wade Robson, et seulement quelques mois après lui. Il intente donc une action en justice en mai 2014 avec les mêmes arguments que Wade Robson. Après une thérapie, il a réalisé avoir été abusé par Michael Jackson. Dans ses nombreuses dépositions, Safechuck a expliqué que Michael avait commencé à abuser de lui en juin 88 durant le passage du Bad Tour à Paris et qu'il aurait ensuite subi des abus répétés jusqu'en 1991, date à laquelle il dit avoir été remplacé par Brett Barnes. Sauf que Brett Barnes a encore récemment déclaré que Michael Jackson n'avait jamais eu le moindre comportement inapproprié avec lui et demande à ce que le documentaire ne le mentionne plus. Il a également déclaré étudier avec ses avocats les recours juridiques pour cela. Ensuite, Safechuck a également déclaré avoir été abusé par Michael Jackson à New York en 1989 en marge des Grammy Awards. Sauf que ce n'est pas possible. Michael s'est produit aux Grammy Awards en mars 88. Alors vous me direz que Safechuck a peut-être juste fait une erreur de date lors de sa déposition, mais s'il a bien été abusé lors des Grammy Awards qui ont lieu en mars 88, alors il se contredit sur le fait que Michael a commencé à l'agresser en juin 88 à Paris. Et l'autre erreur, c'est qu'en 1989 ou en 1990, les Grammy Awards ont lieu à Los Angeles, pas à New York, et que Michael ne s'y est pas produit. Donc, ni le lieu ni la date ne concordent. Autre exemple, souvenez-vous de ce que je disais il y a quelques minutes. James Safechuck avait déclaré avoir passé Thanksgiving avec Michael à Los Angeles en novembre 1987. Et bien là encore, c'est impossible, car durant cette période, Michael Jackson était en tournée en Australie. Et d'ailleurs, la chanteuse Sheryl Crow, qui était choriste durant cette tournée, a évoqué dans une interview en 2018 avoir passé Thanksgiving avec Michael et toute l'équipe en Australie en 1987. Elle se souvient d'ailleurs qu'ils avaient mangé de l'émeu à la place de la traditionnelle dinde. Rappelons également qu'en 1993, tout comme Wade Robson, James Safechuck a été interrogé et lui aussi a déclaré ne jamais rien avoir subi de la part de Michael Jackson. Un an plus tard, en 1994, Michael l'invite sur le tournage du teaser de l'album History à Budapest. Selon les dépositions de Safechuck, Michael l'aurait fait pour le remercier de ne pas l'avoir dénoncé en 1993. Mais comment peut-il se souvenir de ça alors qu'il était censé avoir oublié les abus dont il aurait été victime ? Il a déclaré également qu'en 2005, il aurait subi des pressions de la part de Michael Jackson et de ses avocats pour témoigner en sa faveur durant le procès. Seulement, l'enquêteur Scott Ross, qui a travaillé pour le camp Jackson à cette époque, a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour contacter Safechuck à cette période, parce que aucun ex-employé de Neverland censé avoir vu des choses sur plusieurs années ne l'avait cité. De plus, le camp Jackson possédait une copie du document daté de 1993, et dans lequel James expliquait ne jamais rien avoir subi. Donc Ross explique qu'il n'y avait aucune raison pour contacter Safechuck, et que s'il avait été contacté, c'était son rôle d'appeler les futurs témoins, et pas les avocats de Michael Jackson. Et là-dessus, Scott Ross est absolument formel, il n'a jamais contacté James Safechuck. Et il y a encore bien d'autres incohérences, tellement d'incohérences qu'on pourrait en faire un film de 4 heures. Non. James Safechuck a eu la même stratégie que Wade Robson, parce qu'il a pris les mêmes avocats, car lui aussi avait plus de 26 ans au moment de déposer plainte. Donc idem, ils ont aussi essayé au tribunal d'homologation qui a rejeté la plainte à cause du délai de prescription des 60 jours, et comme Wade Robson, il a porté l'affaire devant un tribunal civil où lui et ses avocats ont essayé d'expliquer que les sociétés de Michael Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures étaient des sociétés qui ont eu un rôle dans l'établissement des contacts avec les jeunes mineurs, qui avaient une responsabilité et qui n'ont rien fait pour arrêter Michael Jackson. La seule subtilité de sa plainte a été de déclarer qu'il a été abusé par Michael Jackson tout en étant sous contrat avec ces fameuses sociétés. Car rappelez-vous, dans sa lettre en 1987, Michael Jackson
proposer à James Safechuck de futures collaborations professionnelles. Les avocats de Safechuck ont donc essayé d'argumenter sur le fait que c'était une relation employeur-employé et qu'à ce titre, la responsabilité des sociétés était engagée. Mais le juge a estimé que James Safechuck étant la plupart du temps invité avec ses parents, il était de ce fait sous leur responsabilité et pas celle de Michael Jackson. Et il a également rejeté le fait que James était employé de Michael car il n'a jamais apporté les preuves qu'il l'était. En ce qui concerne l'argumentation selon laquelle les employés de Michael Jackson avaient un contrôle sur lui qu'ils n'ont pas utilisé, le juge n'a pas non plus été convaincu. Donc je rappelle bien que cette stratégie a été mise en place car James Safechuck et Wade Robson ne pouvaient plus attaquer directement Michael Jackson à cause du délai de prescription. Mais là encore, le juge a estimé que Michael Jackson étant le seul actionnaire de MJJ Productions et MJJ Ventures, ces sociétés n'avaient pas le pouvoir juridique d'embaucher ou de licencier le seul actionnaire, président et propriétaire. C'était un non-sens. Donc, Safechuck a une nouvelle fois reformulé sa plainte. En 2017, il a expliqué cette fois que les sociétés MJJ Productions et MJJ Ventures étaient des sociétés qui ont été créées pour faciliter l'approvisionnement de mineurs pour Michael Jackson, en accusant par la même occasion Norma Steikos, la vice-présidente de MJJ Productions, d'en être la responsable. Puis, comme cette reformulation n'a toujours pas convaincu le juge à cause des mêmes raisons, Michael Jackson était le seul actionnaire et le président, et donc personne ne pouvait avoir un pouvoir sur lui, bah pas grave, dans une nouvelle version de sa plainte, Safechuck expliquait que ces mêmes sociétés avaient été en partie créées pour assurer le bien-être des enfants mineurs, et que Norma Steikos n'a pas fait le nécessaire pour protéger les enfants de Michael. Donc, en quelques mois, Norma Steikos est passée de responsable d'une société réseau d'approvisionnement pédophile pour Michael à celui d'une société censée assurer le bien-être des enfants mineurs et qui a failli à son devoir de les protéger de Michael Jackson. Ah, non, ça n'a aucun sens. En mai 2017, James Safechuck et ses avocats ont alors reformulé une dernière fois leur plainte. Donc cette fois, ils disaient « Ok, on admet que ces sociétés n'avaient aucun contrôle sur l'accès aux enfants par Michael Jackson, mais les employés avaient le devoir de superviser le président. » Mais le juge a expliqué une nouvelle fois que Michael Jackson étant le seul actionnaire, personne ne pouvait superviser le président. Et Michael Jackson ne pouvait pas se superviser lui-même. Imaginez, Michael Jackson aurait dû, avant s'embaucher lui-même, vérifier lui-même ses propres antécédents judiciaires et ne pas s'embaucher s'il estimait qu'il allait être un danger pour les enfants qu'il allait côtoyer. D'autant plus que Safechuck a déclaré avoir été abusé jusqu'en 1991, date à laquelle Michael Jackson n'avait pas encore été accusé d'attouchement sur mineur. Donc cette vérification n'aurait rien donné. Ou si Michael Jackson s'était embauché, le Michael Jackson directeur aurait dû superviser le Michael Jackson employé et aurait dû le licencier. Donc, après plusieurs années de procédure et plusieurs reformulations, eh bien, le juge a décidé en 2017 de définitivement rejeter la plainte de James Safechuck, exactement pour les mêmes raisons que Wade Robson. Et le juge n'a pas non plus été convaincu par l'argument employeur-employé, car Safechuck n'a jamais pu prouver qu'il était employé de Michael Jackson. D'autant que les seules traces d'un stage de Safechuck dans une société de Michael dataient de 1994 et 1995, soit plusieurs années après l'arrêt des prétendus abus. Si après tout ce qui a été dit, vous croyez toujours dur comme fer à la parole de Wade Robson et James Safechuck, si vous n'avez pas ne serait-ce que le début d'un micro de doute, je peux pas faire grand chose pour vous, hein. Mais à l'heure où l'information va tellement vite et où les rumeurs et les fake news se dispersent aussi vite que des acheteurs le premier jour des soldes, il est bon parfois de se poser et garder un certain sens critique. Parce que dans cette affaire, rien n'est irréprochable et les doutes sont concrets et réels sur les deux accusateurs. Ils ont menti dans le documentaire comme dans leur déposition. Et quel crédit on peut leur apporter ? Est-ce que c'est vraiment une démarche non intéressée quand on sait par exemple que Wade Robson a essayé de vendre son histoire à plusieurs éditeurs, qui n'en ont pas voulu d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut vraiment les croire quand ils disent qu'ils n'ont pas été payés pour ce film ? Ou que leur démarche est désintéressée ? Quand on voit qu'ils ont essayé de porter plainte au civil et qu'un tribunal civil sert justement à obtenir des dommages et intérêts ? Que penser également du fait que Wade Robson et sa femme ont créé une fondation pour venir en aide aux mineurs victimes d'abus sexuels et que cette fondation est basée à Hawaï, là où le fisc américain ne pourra rien contrôler. Alors peut-être qu'ils n'ont pas été payés pour ce film, mais force est de constater qu'ils ont fait appel de la décision du tribunal civil. Et il n'est pas inconcevable de penser que Leaving Neverland va leur servir à choquer l'opinion publique pour peut-être obtenir de meilleures chances pendant leur appel.
Et les médias ont à peine relayé l'information quand ils ont porté plainte, et encore moins quand ils ont été déboutés au bout de plusieurs années de procédure. Un juge leur a dit non, votre plainte ne tient pas debout, elle est irrecevable. Alors quoi, un film passe au-dessus d'une décision de justice ? Et on boycotte la musique de Michael Jackson de certaines radios, alors que 2 personnes qui n'ont pas obtenu le statut de victime par la justice tournent un film et le chargent de tous les crimes. Mais je crois qu'il est bon parfois de savoir garder un sens critique et de ne pas céder à l'hystérie et au pilori que sont devenus les réseaux sociaux. Car ici, il ne s'agit pas de soutenir un artiste envers et contre tout, mais de dire « Attendez, posez-vous un instant, basez-vous sur les faits et regardez !» Regardez les incohérences flagrantes des déclarations de ces 2 personnes. Parce que là, dans cette vidéo, je vous en ai exposé quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Après ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion, mais regardez ce film de 4 heures qui n'est rien d'autre qu'une charge violente, sans investigation, sans témoignage permettant de contrecarrer les dires de ces 2 accusateurs, et ensuite venir dire Michael Jackson est coupable, c'est jouer le jeu d'un film tabloïd qui ne fait que surfer sur des allégations que même le FBI, après 10 ans d'enquête, a clos, car selon eux, rien, pas une preuve n'a permis de prouver que Michael Jackson était pédophile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Sebka qui m'a grandement aidé à la préparation. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Gardez le moral et soyez forts. Ciao. Tonight, the Jackson family firing back, saying explosive claims of sexual abuse in the film Leaving Neverland never happened. In their first response since the documentary's premiere, the family calls it a public lynching.